Bonsoir Monsieur le Président, merci beaucoup Valéry Giscard d'Estaing d'être sur le plateau de BFM TV. Bonsoir, je suis très heureux d'être sur votre plateau. Alors évidemment, on vous reconnaît comme président de la République, mais aussi évidemment comme fervent européen qui avait piloté la rédaction du traité constitutionnel Voilà, notamment. il y a maintenant 12 ans. On va en parler évidemment, puisque demain c'est le vote sans doute du traité européen à l'Assemblée nationale, un moment important. Mais d'abord un mot sur l'actualité douloureuse, tragique en France, puisqu'on a démantelé un réseau, ou en tout cas une cellule d'apprentis terroristes. Comment est-ce que vous regardez cela, puisque Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, dit qu'il ne s'agit pas d'étrangers, il s'agit de Français musulmans, de Français convertis qui sont dans nos quartiers. Qu'est-ce que ça dit pour vous de la société française? Je ne veux pas vous parler de ce sujet parce que je n'ai pas de compétences particulières, que je n'ai pas étudié, que je crois que Manuel Valls fait un travail utile, qu'il dispose des moyens d'information, d'observation. Donc j'approuve ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais je n'ai pas moi-même d'éléments particuliers à apporter dans ce débat. Comment vous appréhendez ce phénomène qui est dans nos quartiers, qui est dans la société française? Enfin, bon, mais il faudrait soulever beaucoup de problèmes. Il est dans la société française, mais il doit être probablement assez fortement lié aussi au problème de l'immigration. Est-ce que c'est dans la société française traditionnelle, le milieu rural, la classe ouvrière, etc. Ou est-ce que c'est dans des milieux plus récents, en réalité, et plus fragiles et ouverts à d'autres idéologies? Donc il faudra tout mélanger, n'est-ce pas? Et je n'ai pas l'impression, mais je rappelle, je n'en sais rien, Manuel Valls sait mieux que moi, que ce soit la société française traditionnelle qui était dans les écoles primaires il y a 30 ans, qui a été formée à ceux qui deviennent tout à coup terroristes internationaux. Je ne le crois pas. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement et le président s'attaquent bien à ce problème? C'est tout à fait normal. Je ne crois pas qu'il faut le placer au centre de nos réflexions. La France a 64 millions d'habitants. Elle a 3 millions de chômeurs. Bon, c'est des problèmes considérables. Et donc, ce sont ça les grands problèmes. Enfin, néanmoins, le problème de la violence, jusqu'à présent, enfin, on ne peut pas en parler légèrement, naturellement, la France n'a pas été dans le tourbillon des actes de violence, comme l'ont été les États-Unis ou comme à l'heure actuelle l'essentiel du Proche-Orient. Juste un dernier mot, il y a des voix qui s'élèvent pour refuser l'aide du Qatar aux banlieues françaises. Quel est votre sentiment là-dessus? Je n'en ai pas, ça. Il ne serait pas souhaitable qu'un État en tant qu'État intervienne directement dans les banlieues françaises. Je suis tout à fait de cet avis. S'il s'agit d'associations, que ces associations ont une valeur éducative prouvée ou une valeur hospitalière prouvée, ils peuvent apporter des contributions. Mais ils ne peuvent évidemment pas intervenir en tant qu'État. Le traité, c'est très important pour vous. Demain, il sera sans doute voté à l'Assemblée nationale. C'est l'alpha et l'oméga. Il va vraiment nous permettre d'échapper à la crise de la zone euro? Bon, alors d'abord, ce traité, je vous ai apporté l'exemplaire. Enfin, on ne peut pas le montrer parce que c'est imprimé trop fin. C'est le traité qui a été signé le 2 mars 2012 par le président précédent. Sarkozy. Au mot près. Le texte dit le présent projet de loi autorise la ratification de le traité signé. Donc le débat en disant mais c'est nouveau, on l'a changé, on va renégocier. Il y a un texte sur la croissance, mais qui ne sera pas adopté, qui ne sera pas voté, évidemment, qui ne sera pas discuté. Pas dans ce projet. Le projet de loi que vous avez apporté, c'est celui, il faut le savoir. Parce qu'en France, on a une espèce de manie, on ne reconnaît pas la réalité. Et on discute sur des abstractions, des illusions. Alors là, il y a des gens qui croient que c'est un nouveau projet de loi. Non, c'est celui qui a été signé le 2 mars 2012 à Bruxelles. Ça veut dire que l'Europe n'a pas été réorientée depuis que François Hollande est arrivé, c'est ce que vous voulez nous dire? Non, elle n'a pas été réorientée, c'est d'ailleurs un problème important, parce que la France a perdu son leadership. La France, depuis le rejet de la Constitution européenne en 2005, le référendum, le non-référendum, hélas, a perdu son leadership. Alors nous disons que nous allons proposer des orientations, etc., mais les autres ne nous écoutent pas. Il n'y a pas une attente européenne d'un message de la France. Alors, ce qu'a dit néanmoins
François Hollande, sur un point, a certainement eu un écho. C'est qu'il est souhaitable, ou il serait souhaitable, d'agir pour la croissance. Une fois qu'on l'a dit, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'on ne sait pas comment agir sur la croissance, peut-être qu'on en parlera, mais c'est le seul message venant de la France qui a été entendu. Mais vous le reconnaissez et vous trouvez qu'il est positif? Il serait positif s'il avait un contenu. S'il est simplement vocal, il n'est pas positif. Et il y a, on parle d'investissement par la Banque européenne d'investissement, on parle de mutualisation, pas vraiment des dettes, mais en tout cas sur un certain nombre de projets, les europrojets. Donc on est très loin de compte, très loin de compte. Si vous voulez, nous sommes... Et alors, quelques mots quand même, parce que, aux auditeurs, les Français ne savent pas ce qu'est l'Europe dans le monde. L'Europe a un PIB, enfin une production supérieure à celle des États-Unis. Oui. Elle a un PIB 2,5 fois supérieur à celui de la Chine. Elle a un commerce extérieur excédentaire. Un géant économique, mais un nain politique. Oui, elle est moins endettée que les États-Unis. Il y a plus de billets en euros qui circulent dans le monde qu'il y a de billets en dollars. Bon, tout ça, c'est l'Europe. Malheureusement, comme elle n'a pas d'organisation politique et comme elle n'a pas de volonté, surtout politique, malgré cette situation qui la place en numéro 1, en fait, elle n'a pas l'influence, l'autorité, voire même la sécurité auquel elle pourrait prétendre. Mais c'est la faute de qui? Est-ce qu'il n'y a pas non plus aussi de la part des Allemands, et précisément d'Angela Merkel, des réticences à s'allier ou à donner vraiment des gages politiques d'unité? Non. Je ne crois pas. Non, les gages politiques d'unité, alors ça, je pense qu'on n'a pas le temps malheureusement de traiter ce sujet. Il faut sortir de l'actualité. Il faut savoir si on souhaite que dans 15 ans, 20 ans, l'Europe est une structure politique. C'est-à-dire que les Français, par exemple, se sentent membres d'un système politique qui s'appelle l'Europe, qui soit à la fois européen et français. Nous n'avons pas cet objectif. Nous ne l'avons plus, nous l'avons eu par moments. Et si on n'a pas cet objectif, on ne l'atteindra pas. Alors, pour ma part, nous entendons des discours allemands, français, etc., nationaux, espagnols, italiens, nationaux. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, aucun de ces États n'est à l'échelle du monde qui vient. Donc, ou bien ils ont dans leur tête l'idée qu'on va se mettre ensemble, réellement, et donc on va accepter un travail sérieux, des sacrifices communs, etc. S'ils n'ont pas cet objectif, on n'atteindra pas. Est-ce que vous trouvez que le couple François Hollande-Angela Merkel fonctionne? Vous connaissez bien, vous, le couple franco-allemand, on se souvient d'Helmut Schmidt. Il est malheureusement très déséquilibré en notre défaveur. Enfin, je crois qu'il fonctionne sur le plan humain, c'est déjà quelque chose. Je crois que leurs rapports sont bons, qu'ils se comprennent lorsqu'ils expliquent les problèmes. Mais c'est très déséquilibré, parce que depuis la réunification allemande, l'Allemagne a fait un bond en avant. D'autre part, la politique économique allemande mise en œuvre depuis l'an 2000-2005 a donné à l'Allemagne une avance économique considérable. Un seul chiffre, moi qui me donne froid dans le dos. Savez-vous que dans la France actuelle, dans ce qu'on appelle le produit intérieur brut, enfin, la production française, la production industrielle française ne représente plus que 12%. C'est-à-dire que nous ne produisons plus. Et d'ailleurs, prenez les objets simples que vous aviez autour de vous, vous avez l'habitude d'acheter, vous ne pouvez plus acheter les produits français. Alors, lorsque vous entendez Arnaud Montebourg qui veut le redressement productif et qui veut réorienter l'industrie, il a raison? Ben, il a raison, mais il n'en prend pas les moyens. Enfin, je veux dire, le cul, c'est pas le sujet, mais on n'en prend pas les moyens dans la politique actuelle, qui consiste à mettre tout le poids des charges sur le secteur productif ou les gens qui ont créé la richesse de la France. Il faudrait faire l'inverse. Vous parlez des impôts? Je parle des impôts. Et de la répartition entre impôts et dépenses. 2 mots là-dessus. On parle du déficit. Le déficit, c'est une différence. Différence entre le produit des impôts et les dépenses publiques. Et on dit on va réduire le déficit. Bon, en effet, il faut le réduire parce que sinon on le paye ou on le paiera. Et nous sommes déjà très endettés, y compris cette année où notre endettement augmente de plus de 100 milliards, hein, 180 milliards en fait. Donc, c'est la différence. Alors, puisqu'il y a une différence, on peut jouer sur les impôts ou sur les dépenses.
Les dépenses publiques, enfin les dépenses faites par l'État en France et par les collectivités locales, c'est 56% de tout ce que nous faisons. Dans tous les autres pays, c'est 45%. Et ces dépenses ne sont pas des dépenses qui portent la production, très peu. On ne les limite pas suffisamment. Et on les limite très peu. Vous avez vu que dans le programme, on fait l'effort sur la fiscalité. La fiscalité est déjà trop forte, puisqu'elle est à 50%. Enfin, les Français, toutes catégories comprises, etc., paient 50% de ce qu'ils ont, en réalité, à la fiscalité. Et au lieu de... Il faudrait réduire la fiscalité et réduire encore plus les dépenses publiques. Naturellement, dans la durée, ça ne se fait pas en quelques mois, mais ça serait un programme raisonnable. Je me souviens que l'année dernière, à la fin de l'année, pendant la campagne électorale, vous aviez dit que vous souteniez Nicolas Sarkozy parce que l'élection de François Hollande exposerait la France à des manœuvres du milieu de la spéculation internationale. Ça ne s'est pas vraiment passé. Non, ça ne s'est pas produit, c'est tant mieux. Bon, tant mieux. Je ne crois pas que ça risque de se produire actuellement, mais ça n'est pas à cause de nous. Ça n'est pas grâce à François Hollande, c'est ce que vous voulez dire? Non, la spéculation internationale qui est insupportable, et qui est très anti-euro, et qui attaque successivement les différents pays. Elle n'a pas eu de grand succès récent. Elle a eu un grand succès sur la Grèce. Elle a eu un demi-succès sur l'Espagne. Donc l'euro va survivre à cette crise? Oui, aucun problème. Dire l'euro n'est pas en question, tout ça c'est des histoires. L'euro, qu'est-ce que c'est? C'est une monnaie que vous avez quelque part dans votre poche. Bon, personne ne refuse d'être payé en euros. Personne. Le cours de l'euro ne bouge pas. Donc la monnaie n'est pas en question. Ça, c'est encore une invention polémique. Il n'y a pas de crise de la monnaie euro. Il y a une crise des pays qui font partie de la zone euro et qui ont souvent des situations économiques difficiles, dont la nôtre, la clé de tout étant le chômage. Justement, comment vous trouvez que François Hollande exerce le pouvoir? Vous, l'ancien président, quel regard vous portez sur la manière d'exercer le pouvoir du nouveau président? J'ai envie de dire de président à président. Qu'est-ce que vous... Non, je n'ai jamais jugé les présidents successifs. Je ne jugerai pas le président actuel. Mais le rôle d'un président, si vous voulez, c'est d'identifier un problème fondamental et vital. Alors, par exemple, pour moi, ça a été l'indépendance énergétique de la France. La France n'a pas d'énergie. Je me suis dit, elle ne peut pas vivre comme ça. Donc, un de mes objectifs, ça a été, nous allons devenir indépendants énergétiquement. Et nous avons fait notre extraordinaire, en fait, programme nucléaire. À l'heure actuelle, le problème, à mon avis, numéro un, c'est que la production française diminue. Si elle continue de diminuer, il n'y aura pas de recul du chômage. Impossible. Et ce n'est pas parce qu'on créerait des emplois plus ou moins administratifs. Non, il faut créer des emplois qui portent la production. Donc ça veut dire que la clé du problème est dans le soutien à la production. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord aider, c'est pas d'apporter de l'argent, mais c'est ne pas pénaliser tous les secteurs qui peuvent contribuer à la production française. Bon, on a froid dans le dos en pensant à l'automobile. Nous avons la chance d'avoir gardé encore 2 grandes entreprises automobiles. Il faut regarder très calmement leur situation. Et vous êtes plus inquiet aujourd'hui qu'hier? Vous avez le sentiment que ça se dégrade plus maintenant? Oui, ça se dégrade plus maintenant parce qu'il y a... Bon, avant, il y avait une volonté qui était, disons franchement, un peu désordonnée. Enfin, il y avait une volonté. Celle de Nicolas Sarkozy. Oui. Et on a sauvé, par exemple, Alstom, on a sauvé Sanofi. Et là, vous ne la voyez pas, cette volonté? Pour l'instant, non. La volonté a été d'attaquer la malheureuse entreprise Peugeot qui fabrique d'excellentes voitures que j'utilise et que les Français pourraient, à mon avis, utiliser davantage. Vous le revoyez, Nicolas Sarkozy? Comment? Vous le revoyez, Nicolas Sarkozy? Vous l'avez revu? C'est des questions... très sympathique de journalistes, people auxquels je ne réponds pas. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez qu'il voudrait revenir à la politique ou revenir... C'est toujours le cas. Ça a été le cas de toutes les personnes qui étaient au pouvoir, qui ont été écartées et qui souhaitent y revenir. C'était votre cas, par exemple. Vous aviez eu envie? Oui, mais j'ai eu un problème. Parce que moi, j'avais un très bon Premier ministre qui était Raymond Barre. Et Raymond Barre a souhaité faire une tentative en 1968 sur la présidence de la République, qui m'a donc pratiquement empêché de le faire. Et c'était normal qu'il essaye.
Et là, vous pensez que Nicolas Sarkozy pourrait revenir? Aucune opinion. Aucune opinion. Je ne crois pas. En tout cas, aucune réponse. Aucune réponse. Mais là, il y a peut-être son ancien Premier ministre, François Fillon, qui veut essayer de... Il ne faut pas vivre sur ces sujets-là, parce que ce n'est pas les grands sujets français. Non, le sujet de... la personnalité d'un dirigeant, c'est quand même ça, une influence forte. Le sujet du chômage, quand même. On va mettre 3 millions de chômeurs. Bon. Est-ce qu'on va avoir l'année prochaine 3 millions 3 millions 4? Est-ce qu'on va atteindre ce qui est possible, 12% de chômeurs? Non. Vrai problème. Et on ne peut pas y répondre par des petites mesures, des petites réflexions. Il faut vraiment une politique d'ensemble. Et deuxièmement, cet effondrement de la production française, qui est quand même quelque chose qui ne s'était jamais produit. Il faut se souvenir, bien, moi, les gens les plus jeunes ne voient pas ça, mais tout ce que nous achetions était français. Tout ce que vous avez acheté dans votre enfance était français. Les appareils ménagers, la radio... Il faut que cela le redevienne. Il faut que ça redevienne. Merci beaucoup Valéry Giscard d'Estaing d'être venu sur notre plateau. Merci Monsieur le Président.